Bonjour à tous. Les équipes de la Caisse primaire d'assurance maladie sont ravies de vous accueillir à ce webinaire intitulé « La vaccination de son enfant contre le papillomavirus, plus communément appelé HPV ». Les intervenants du webinaire d'aujourd'hui sont le docteur Véronique Nanex-Laroche, qui est médecin responsable du Centre de vaccination international de Purpan, et le docteur Emmeline Di Donato, qui est gynécologue et chef de clinique assistante au CHU Hôpital Paul de Viguier. Ce webinaire donc sera composé de 2 parties. Dans la première partie, le médecin vous présentera le vaccin HPV et dans la seconde, les risques liés à l'infection au papillomavirus sur la sphère génitale. Un temps sera dédié à la fin de la présentation pour toutes vos questions. N'hésitez pas à les poser via le chat. De plus, vous pourrez trouver un replay de ce webinaire sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. Sur ce, je vous souhaite un très bon webinaire et il est temps pour moi de laisser la place aux experts en donnant la parole au docteur Nanex-Laroche. Bon webinaire à tous. Bonjour à tous, je me présente Véronique Nanex-Laroche, médecin responsable du centre de vaccination de l'hôpital Purpan. Et je vais vous parler donc de la vaccination contre le papillomavirus. Alors déjà un petit mot d'introduction. Le virus appelé papillomavirus ou human papillomavirus, c'est pour ça qu'on l'appelle HPV. C'est un petit virus nu bien résistant à l'extérieur qui est transmis par contact sexuel. Il y en a 150 génotypes qui existent, différents. Et en 2015, on notait à peu près 6300 cancers qui étaient liés à cette infection au papillomavirus. Et il y a 12 types de virus qui sont particulièrement à haut risque cancérigène. On appelle ça oncogènes, les 16 et le 18 notamment, bien connus des gynécologues, puisqu'en fait, c'est dans 70% des cas, ces papillomas qui sont responsables des cancers de l'utérus. Et on pourrait presque aller jusqu'à mettre en cause, pour quasiment 100% des cas, la responsabilité du papillomavirus dans la présence de cancer du col de l'utérus. Il est à noter que cette infection est asymptomatique, les gens ne sentent rien, ne voient rien, et donc ils sont malades sans le savoir. C'est donc transmis sexuellement à partir de, j'allais dire, du début de la vie sexuelle. 80% des garçons et des filles auront un contact dans leur vie avec le papillomavirus, c'est avéré. Et il suffit simplement il n'y a pas besoin de pénétration. Le contact cutané, les préliminaires peuvent être responsables d'une contamination par voie muqueuse aussi, éventuellement. Donc, le préservatif ne sert pas complètement. Il faudrait un préservatif corporel total pour éviter le papilloma, ce qui est un peu compliqué. Alors, il a été incriminé dans le développement des cancers, ces virus, papillomavirus, mais dans 90% des cas, il faut quand même dire que ces papillomas vont guérir et s'éliminer naturellement en 1 à 2 ans. Dans 10% des cas, effectivement, il va y avoir une persistance de l'infection et du coup, cette persistance de l'infection, cette chronicité va donner le lit de l'apparition de lésions précancéreuses. Alors, dans ce qu'on appelle la sphère urogénitale, anogénitale, c'est-à-dire chez la femme, le col de l'utérus, la vulve, le vagin. Chez l'homme et la femme, l'anus, chez l'homme, le pénis, et pour tous les deux aussi, les voies aérodigestives supérieures. Ces lésions précancéreuses vont évoluer en, mettons, 5 à 10 ans, et puis à partir de 10, voire 20, 30 ans, on peut voir apparaître des cancers. Donc, on voit sur cette diapositive qu'en France, il y a un certain nombre de cancers qui apparaissent chez l'homme ou chez la femme, donc il y a deux colonnes, mais il y a énormément de lésions précancéreuses du col de l'utérus qui apparaissent chez la femme, donc à peu près 30 000 par an, et les lésions précancéreuses de la vulve, du vagin et de l'anus, qui sont aussi très nombreuses.
On note aussi qu'en fait, il y a des cancers de la sphère ORL qui sont plus importants, dont l'incidence, le nombre est plus important chez l'homme. Ça, c'est pour une année. Alors, les cancers justement de ces voies aérodigestives supérieures, ils sont vraiment plus présents chez l'homme puisqu'il y a eu 1300 cas par an chez l'homme versus 400 cas chez la femme. En dehors du tabac et de l'alcool qui sont des vrais générateurs de cancer, et le papillomavirus est responsable d'un tiers des cas de ces cancers de la sphère ORL, c'est-à-dire oropharynx, amygdale, base de la langue ou dans le reste de la cavité buccale. Alors, il faut signaler que ces cancers de la sphère ORL sont un petit peu pernicieux puisqu'en fait, il n'y a pas de lésions précancéreuses qu'on pourrait surveiller. Les gens se plaignent de rien et le diagnostic est assez tardif, en général au niveau de la métastase, au niveau des ganglions du cou. Ce cancer viro-induit, comme on dit, c'est-à-dire un cancer induit par un virus, est tellement présent aux États-Unis qu'il est devenu majoritaire, c'est-à-dire qu'en fait, il est en avance devant les cancers du col de l'utérus. Et aux États-Unis, l'indication de la vaccination, c'est en premier la prévention des cancers de l'oropharynx. Donc, c'est un développement important. Alors, il est aussi responsable, le papillomavirus, d'autres lésions qui vont se développer, puisqu'en fait, il est responsable de petites tumeurs qui vont se mettre aux dépens de l'épithélium. Alors, l'épithélium, c'est un amas de cellules donc, qui va recouvrir l'ensemble du corps, mais aussi l'ensemble des cavités creuses, des organes creux. Et donc, les papillomavirus 2 et 4 sont responsables de ce que vous connaissez bien, donc les verrues dites vulgaires. Les papillomavirus 6 et 11 sont responsables des verrues génitales, qu'on appelle aussi condylomes génitaux, végétation vénérienne, crête de coq. Et puis, une nouvelle entité a été mise au moins au banc, c'est la papillomatose respiratoire récurrente juvénile, qui est en fait une atteinte du tractus respiratoire des petits-enfants, des nouveau-nés, qui ont été se contaminer pendant l'accouchement. Et du coup, ils présentent ces tumeurs bénignes, mais des tumeurs du tractus respiratoire qui font qu'ils ont des infections respiratoires récentes et donc un bas poids d'essence et des difficultés après à gagner du poids. Alors d'ailleurs, aux USA et en Australie, comme il y a eu une forte campagne de vaccination, on a vu une diminution de cette papillomatose respiratoire récurrente juvénile. Donc, il y a bien un effet du vaccin sur cette prévention. Alors, le vaccin, qu'en est-il? Le vaccin du papillomavirus, c'est un vaccin qui est fait avec des pseudo-particules virales qui sont donc non infectantes et immunogènes. Elle est recommandée, cette vaccination en France, depuis 2007 chez les filles et depuis le 1er janvier 2021 chez le garçon. Il y a 2 vaccins disponibles en France, le Cervarix ou le Gardasil, on verra un peu plus loin, et il y a effectivement une efficacité qui est proche de 100% si on la débute très tôt, d'où les recommandations. Et de toute façon, il est important de garder en tête qu'il faut toujours garder des frottis de dépistage à réaliser selon les recommandations du Conseil de la santé publique pour dépister les cancers liés à d'autres papillomavirus. Alors, les recommandations vaccinales sont les suivantes. Quand on fait la primo-vaccination de l'âge de 11 ans à 14 ans révolu, chez les filles comme chez les garçons, ça va être une vaccination en 2 doses à 6 mois d'intervalle. De 15 ans à 19 ans révolus, c'est la vaccination de rattrapage. Chez les filles comme chez les garçons, il y aura 3 doses, 2 doses à 1 mois ou 2 mois selon le vaccin et un rappel 6 mois plus tard. On va initier systématiquement les primo-vaccinations avec du vaccin Gardasil 9 pour toute nouvelle vaccination. Les vaccins sont non interchangeables. On gardera toujours ou du Cervarix si on a commencé avec ça ou du Gardasil. Il y a des recommandations particulières en cas d'immunodépression, notamment chez les filles comme chez les garçons. On doit donc vacciner jusqu'à l'âge de 19 ans révolu. Chez des enfants qui sont en attente de greffe d'organes solides, à partir de l'âge de 9 ans,
on peut commencer la vaccination. Et chez les hommes, chez les jeunes hommes qui ont eu ou qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, la vaccination peut être faite jusqu'à l'âge de 26 ans révolu. Voici les deux vaccins qui sont disponibles en France, le Cervarix et le Gardasil 9. Le Cervarix est du laboratoire GSK. Il est bivalent, il contient deux papillomavirus, le 16 et 18, ceux qui sont incriminés notamment dans les cancers gynécologiques. Le Gardasil est monovalent, il comprend donc 9 pseudo-particules virales et notamment les particules virales contre les HPV 6 et 11 qui rentrent dans justement les processus de virus génital. Ils sont tous les deux adjuvantés. Alors, le GSK le Cervarix est adjuvanté avec l'adjuvant spécifique de GSK et le Gardasil est adjuvanté avec du sulfate d'hydroxyphosphate d'aluminium. Ils sont tous les deux comme indication la prévention de lésions anogénitales précancéreuses dues au type de HPV contenu dans le vaccin. Mais pour le Gardasil, il y a aussi la prévention donc, des verrues génitales et des condylomes, puisqu'en fait, il comporte les particules virales, les pseudo-particules virales qui couvrent ces infections, et la prévention aussi de la papillomatose respiratoire récurrente juvénile. Ils sont tous les deux remboursés jusqu'à hauteur de 65% par la CPAM, et le reste est à charge par les mutuelles. Les schémas vaccinaux sont un peu différents en fonction du vaccin. Donc, en ce qui concerne le Cervarix, c'est un vaccin qui va être fait uniquement si on a initié ce schéma au départ avec ce vaccin-là. Donc, c'est entre 11 et 14 ans révolus, 2 doses à 6 mois, M0, M6 d'intervalle. De 15 à 19 ans révolus, c'est 3 doses, mais 2 doses espacées de 1 mois et un rappel 6 mois plus tard, M0, M1, M6. Le Gardasil, donc c'est le Gardasil 9 valence, c'est le vaccin maintenant qui va être utilisé pour tous les schémas initiaux à partir du 1er janvier 2021. Donc c'est identique entre 11 ans et 14 ans révolus, on aura 2 doses M0, M6 à 6 mois d'intervalle. De 15 à 19 ans révolus, par contre, on aura 3 doses de vaccin, 2 doses espacées de 2 mois et un rappel 6 mois plus tard, M0, M2 et M6. Par contre, il est indiqué aussi, bien sûr, chez les jeunes hommes qui ont eu ou qui ont des relations sexuelles avec les hommes jusqu'à l'âge de 26 ans, avec donc ces 3 doses M0, M2, M6. En cas de retard, on va juste compléter le schéma vaccinal. On ne reprend pas à zéro. Les vaccins sont non interchangeables, mais c'est des vaccins que l'on peut associer avec des vaccins du calendrier vaccinal, notamment dans la tranche 11-14 ans, il y a le rappel des poliocoqueluches, la remise à jour de l'hépatite B ou la remise à jour du méningocoque. Tout peut se faire avec le Gardasil. Est-ce que ce vaccin est efficace? Oui, il est d'autant plus efficace qu'il est commencé avant le début de la vie sexuelle. Il est proche de 100% d'efficacité. Si par contre on commence après le début de la vie sexuelle, il ne sera pas, en tout cas, efficace sur les papillomavirus préexistants que les gens ont acquis avant la vaccination. L'exemple australien nous montre bien que, comme ils ont réussi à vacciner près de 85% de leurs jeunes, les filles depuis 2007 et les garçons depuis 2013, eh ben, on voit réellement une diminution de l'incidence des lésions précancéreuses, plus d'ailleurs chez les filles qui ont moins de 20 ans que chez les filles qui ont plus de 20 ans, parce que là, il y avait probablement des papillomavirus préexistants. Et puis, il y avait une diminution de la présence des condylomes et des verrues génitales. Et en général, diminution de la prévalence des infections à papillomavirus présents dans les vaccins. Ça ne dispense pas, bien sûr, d'un suivi gynécologique chez les jeunes femmes. Et l'avenir, c'est peut-être effectivement les dernières recommandations du comité consultatif d'experts de l'OMS qui, en avril de cette année, pour offrir cette vaccination au plus grand nombre et notamment aux pays défavorisés, a mis en place une étude montrant qu'une dose unique de vaccin offre une protection comparable au schéma à 2 doses, sauf si on est immunodéprimé ou atteint par le VIH. Donc, ça ouvrira peut-être la fenêtre d'une vaccination seule,
dans certains pays en tout cas. Il n'y a pas de contre-indication vaccinale en dehors d'une allergie à un des composants du produit ou bien un antécédent de réaction allergique lors d'une précédente injection du vaccin. On doit simplement différer la vaccination en cas de maladie fébrile. Les effets indésirables. Ce vaccin donne des effets indésirables locaux-régionaux, oui, dans 10% des cas, ce qui est quand même assez fréquent, avec douleur, gonflement, induration, rougeur, oui, ça il faut le reconnaître. Les effets secondaires généraux sont plus rares, c'est de la fièvre, des douleurs musculaires ou des maux de tête. Et il est à noter la fréquence des malaises vagaux. Donc, il faut véritablement préparer quand on doit vacciner son jeune patient ou sa jeune patiente et voir l'allonger assez fréquemment. Les réactions allergiques sont très rares, donc un cas sur 450 000 vaccinés. Et en aucun cas, en ce qui concerne les maladies auto-immunes et le vaccin, il n'y a eu de rapport de causalité, c'est-à-dire que tous les pays qui ont vacciné depuis très longtemps, les USA, l'Australie, le Danemark, la Suède, l'Angleterre et le Canada, et même des études françaises, on a vu d'augmentation du risque de maladies auto-immunes et de maladies de type sclérose en plaques ou l'apparition de syndrome de Guillain-Barré. Comment est-il prescrit? Ce vaccin est prescrit par le médecin traitant ou la sage-femme ou une sage-femme. Il peut être administré par ce médecin traitant ou cette sage-femme en voie intramusculaire dans le bras, mais aussi par une infirmière avec une prescription médicale, par un pharmacien ou une pharmacienne depuis novembre 2022, aussi dans les centres de dépistage anonyme et gratuit qu'on appelle les CIGIC, dans les centres de planning familiaux et dans les centres de vaccination publique. Je vous ai mis aussi le site de l'Agence nationale de sécurité du médicament où vous pouvez signaler des effets indésirables liés à la vaccination. Tout le monde peut les signaler, à la fois les médecins, les infirmières, les sages-femmes, mais aussi les personnes qui ont été vaccinées. Alors, dans le programme de vaccination mondial, on voit qu'il y a de nombreux pays qui ont, il y a plus de 130 pays qui ont mis la vaccination à leurs programmes vaccinaux, mais bien sûr, nous sommes très en retard, les Français. Il faut véritablement augmenter notre couverture vaccinale dans le monde. Comme vous voyez sur ce petit schéma, les Portugais, les Anglais, les Suédois, les Australiens, les Américains, et nous, on n'est qu'à 33% pour les filles en 2020, avec une grosse différence d'ailleurs entre la métropole et les territoires ultramarins. Les France en métropole, les derniers chiffres montrent que en France, presque 40% des filles se font vacciner, alors que dans les territoires ultramarins, il y a véritablement un gros déficit pour les filles comme pour les garçons. Donc, c'est le premier et un des seuls vaccins actifs sur la prévention des cancers. Je vous en prie, vaccinez vos filles et vos garçons. Je vous remercie. Je vous ai mis ici aussi les sites où vous pouviez en savoir plus et vous renseigner si vous le désirez. Je passe la parole à ma consoeur, Emeline Di Donato, gynécologue. Moi, je suis gynécologue, je travaille à la maternité de Paul de Viguier au CHU à Purpan. Et donc, moi, je vais vous parler de l'HPV, mais plutôt basé sur la sphère gynécologique qui va m'intéresser tout particulièrement. Donc, je vais vous raconter qu'est-ce que c'est le virus de l'HPV et qu'est-ce qu'il peut faire, surtout au niveau de la vulve, du vagin et du col de l'utérus, et qu'est-ce que ça va pouvoir engendrer pour le suivi de ces jeunes patientes. Donc, le papillomavirus, on vous l'a dit, c'est un petit virus qui est résistant dans le milieu extérieur. Alors, nous, on appelle plutôt ça un virus marqueur de l'activité sexuelle plutôt que d'infection sexuellement transmissible, car on a vu que 80% des patientes et des patients vont avoir contact avec ce virus au décours de leur activité sexuelle. Donc, c'est pour ça que nous, on préfère dire marqueur de l'activité sexuelle, parce que même si on se protège bien avec le préservatif, on peut quand même être atteint par le papillomavirus. Plusieurs génotypes qui sont présents, on vous l'a déjà dit, avec certains qui sont à risque oncogène et certains qui sont à risque de faire des virus génitales, autrement appelés condylome. Ces patients sont asymptomatiques et pendant plusieurs années, on peut porter le ou des virus HPV d'ailleurs, parce qu'on peut avoir plusieurs virus en même temps sans s'en rendre compte. Heureusement, dans 90% des cas, on va rencontrer ce virus et on va pouvoir le traiter spontanément, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans nos cellules
de l'épithélium. Donc, moi, je vous parle plus particulièrement de la vulve, du vagin et du col. Et on va pouvoir éliminer spontanément ce virus dans 90% des cas. Mais dans certains cas, et c'est 10% des cas, et d'autant plus quand on a des facteurs de risque d'infection, comme les patients qui sont immunodéprimés, qui prennent des traitements immunosuppresseurs, mais aussi les patients diabétiques, par exemple, les patients qui fument, et ça, il y en a beaucoup plus, et le tabac est un des facteurs de risque qui empêche l'élimination du virus ou augmente la durée de cette élimination, ou les patients qui sont infectés par une autre infection comme le VIH, ceux-là sont plus à risque de garder cette infection. On appelle ça une infection persistante et latente. Et c'est quand cette infection va persister qu'elle va pouvoir se transformer en différentes lésions. Donc, les premières lésions que ça peut donner, pour les papillomavirus, on a dit 6 et 11, ce sont les condylomes, c'est des verrues génitales. C'est pareil que les verrues qu'on peut avoir sur les mains, sur les pieds, sauf que ça peut se placer sur le col de l'utérus, dans le vagin, sur la vulve, tout autour de l'anus et dans le canal anal. Alors, ce n'est pas très grave, mais c'est quand même assez fréquent. 3 à 5% de la population française, ce qui est quand même pas mal quand on parle d'une infection. Ça touche les patients jeunes, entre 20 et 30 ans. Quand on a eu une fois des condylomes, souvent on récidive. Alors ça peut se traiter par des crèmes qui vont brûler un peu comme quand on va chez le dermato pour enlever des verrues plantaires ou des mains. Et si jamais les pommades ne marchent pas, on peut faire du laser. Donc, ça veut dire qu'il faut passer au bloc opératoire pour enlever ces verrues. Souvent, on les enlève parce que c'est assez gênant. C'est des verrues qui ne sont pas aussi planes que quand c'est sur la main ou sur les pieds. On appelle ça en crête de coque parce qu'elles vont être en superficie et ça ressemble à la crête de la plume des coques. Et donc, c'est très disgracieux quand même, dysesthétique. Et puis, pour nos jeunes patientes qui ont un projet de grossesse et qui vont peut-être accoucher par les voies naturelles, quand elles ont de nombreux condylomes au niveau de la vulve et que le bébé passe dans la filière génitale, il peut s'infecter, comme on vous l'a dit, avec ces papillomateuses juvéniles qu'on a vu apparaître ces dernières années. Donc, nous, souvent, quand on arrive à voir les condylomes à ce moment-là, on va traiter avant l'accouchement. Mais si on n'a pas eu le temps, il peut quand même s'infecter au moment de l'accouchement par les voies naturelles. Donc, les condylomes, ce n'est pas très grave, mais c'est quand même un peu embêtant. Ce qui nous embête un peu plus, c'est quand le virus de l'HPV va rentrer dans les cellules du col. Donc, le col de l'utérus, il est fait avec une zone de jonction qui va séparer l'endocol, qui va être à l'intérieur du col, celui qu'on ne voit pas même quand on regarde avec le spéculum, et l'extérieur du col, qui est un tissu plus solide. C'est un peu comme la commissure de la lèvre si on prend la joue à l'extérieur et la muqueuse à l'intérieur de la bouche. Cette commissure-là, cette zone de jonction, elle est plus fragile et donc le virus HPV, il aime bien ça et il va pouvoir rentrer à l'intérieur de ces cellules. Il rentre à l'intérieur, il va se multiplier, il va faire sa vie de virus qui lui est là pour se multiplier et être transmis. Il va se multiplier et s'il reste là de nombreuses années qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, il va pouvoir créer des lésions, ce qu'on appelle des lésions intra-épithéliales, c'est-à-dire c'est la couche superficielle du col de l'utérus qui va être lésée. C'est ce qu'on recherche quand on fait le dépistage par des frottis cervico-vaginaux qui sont maintenant faits depuis de nombreuses années pour justement dépister ces lésions. On fait un frottis et si on trouve qu'on a une lésion intra-épithéliale, on va passer à un deuxième examen qui est un peu plus complet, qu'on appelle la colposcopie. La colposcopie, c'est un examen du col de l'utérus à la loupe. On va rester pendant un quart d'heure, 20 minutes en position gynécologique avec le praticien gynécologue entre vos jambes et on va mettre plusieurs colorants sur le col pour regarder s'il y a des lésions qui seraient visibles à l'œil nu et faire des biopsies. Et si ces biopsies s'avèrent être positives par des lésions intraépithéliales qu'on va appeler de haut grade, c'est-à-dire qu'on a toute la couche superficielle du col qui est atteinte, c'est celles-là qui sont le plus à risque de pouvoir développer un cancer des années plus tard. On va être amené à faire ce qu'on appelle une conisation. La conisation, comme son nom l'indique, c'est on va couper un cône de l'utérus. Vous avez ici le schéma d'un utérus avec les trompes et les ovaires. Quand on fait une conisation, on va couper un cône du col de l'utérus qui va nous permettre d'enlever toute cette zone de jonction, qui est la zone fragile où le virus peut rentrer, pour enlever toutes les cellules qui vont être lésées par le virus, qu'on appelle des lésions intraépithéliales de haut grade. Haut grade quand ça atteint toute la couche superficielle avant de devenir infiltrant et de pouvoir devenir un vrai cancer. Donc, la conisation, ça se fait assez facilement, mais il faut quand même le faire au bloc opératoire. On peut le faire sous anesthésie locale ou sous anesthésie générale. C'est assez court, hein, ça dure 5 minutes l'intervention.
Par contre, il peut y avoir quelques petits saignements qui peuvent même être retardés 7 à 10 jours après l'intervention. Et puis, quand on est obligé de répéter ces interventions, on va quand même raccourcir le col de l'utérus. Je vous rappelle que là, on parle de jeunes patientes qui peuvent avoir des projets de grossesse. Et donc, sur des cols conisés, on sait qu'il y a plus de risques d'accouchement prématuré. Donc, même si on sait éviter, et heureusement, depuis qu'on a mis en place le dépistage de ces lésions précancéreuses, on a diminué drastiquement le nombre de cancers du col, mais en étant obligé de faire des surveillances régulières et par des conisations qui peuvent quand même léser le col de l'utérus pour des patientes qui sont jeunes et qui peuvent avoir encore des projets de grossesse. Alors, si on laisse cette lésion, on a dit que le virus pouvait rentrer dans la cellule, se multiplier. Et si on a des facteurs de risque, en particulier le tabac et les maladies immunitaires, on peut faire des lésions intraépithéliales qui peuvent se multiplier de plus en plus et après passer et ne pas être que dans la couche superficielle et rentrer plus profondément. Et c'est là qu'on parle de cancer infiltrant. Il faut savoir aujourd'hui que sur 3000 cas par an de cancer du col de l'utérus, il y a quand même 1000 décès. Donc, c'est un cancer qui n'est, contrairement à d'autres cancers où on arrive à avoir beaucoup de thérapeutiques pour pouvoir guérir, qu'on arrive peu à guérir aujourd'hui. Et surtout sur des jeunes patients, parce que le pic d'incidence de ces cancers, c'est 40 ans. Donc, c'est des patientes qui sont très jeunes. Pratiquement 100% de ces cancers sont dus au papillomavirus. On a plus rarement des cancers de la vulve et du vagin. Alors, c'est plus rare, c'est plus anecdotique, mais c'est des cancers qui sont très douloureux, qui sont très difficiles à traiter. Donc, dans 50% à peu près des cas sur la vulve, dans 70% dans le vagin. Et ça aussi, ça touche des patientes qui sont assez jeunes, entre 40 et 50 ans. Vous imaginez que quand on va traiter un cancer de la vulve, il va falloir opérer et donc enlever une partie de la vulve chez des patientes qui ont 40 à 50 ans. Donc, même si on arrive à le guérir, c'est des thérapeutiques qui sont assez délavantes. On a aussi, dans de plus rares cas, des cancers de l'anus qui peuvent être présents chez les femmes et chez les hommes, on vous l'a déjà dit, qui sont aussi dus à ce virus de l'HPV, des cancers du pénis chez les hommes qui sont beaucoup plus rares mais qui sont très embêtants, et des cancers des voies aériennes supérieures, ça on vous l'a déjà dit. Donc ces cancers qui sont HPV induits, et là je parle des cancers gynécologiques, ce qui est mon rayon, sur les cancers du col, de la vulve et du vagin, on a fait des progrès thérapeutiques, heureusement. On a des chirurgies aujourd'hui, des chimiothérapies, de la radiothérapie, de la curéthérapie qui permettent de prolonger, on va dire, la vie de ces patientes ou de les guérir dans les meilleurs cas. Mais ce sont des traitements lourds qui sont assez éprouvants et qui arrivent chez des patients très jeunes. Mais on a un taux de mortalité qui est encore trop important pour des jeunes patientes de 40 à 50 ans. Donc, pour vous faire un petit résumé de l'histoire du virus du papillomavirus, le papillomavirus chez une patiente ou un patient avec une activité sexuelle va infecter les muqueuses. Heureusement, dans la plupart du temps, si on n'a pas de facteur de risque et qu'on est en bonne santé, on va réussir à se guérir de ce virus. Si on est vacciné, on s'arrête ici, ça s'arrête. Si on n'est pas vacciné, qu'on a des facteurs de risque, l'infection perdure. Dans 10% des cas, on va pouvoir avoir des lésions du col de l'utérus, qui seront des lésions intraépithéliales. Là, si on fait le dépistage régulier, on a la prévention secondaire qui va nous permettre de voir quand il y a déjà une lésion, mais de traiter cette lésion avant qu'elle s'aggrave. Malheureusement, si on n'a pas accès à ces deux types de prévention, qu'on a en plus des facteurs de risque, 10 à 15 ans plus tard, cette lésion va perdurer et va pouvoir devenir un cancer qui sera assez dramatique chez des patientes qui sont très jeunes. On vous en a déjà parlé, mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui le recul nécessaire. Alors, vous avez vu, ça dure très longtemps pour arriver à un cancer. Il faut 10, 15 ans, 20 ans. Donc, quand on a fait le vaccin, on ne pouvait pas être sûr que ça soit efficace sur le cancer. Il faut de nombreuses années pour pouvoir avoir des études. Mais avec les modèles australiens, on a maintenant un peu de recul, plusieurs années de recul, où on a déjà la diminution du début de l'histoire, c'est-à-dire de l'infection à l'HPV, des lésions intraépithéliales et des condylomes. Et donc, si on projette avec des calculs épidémiologiques, on pourrait éradiquer le cancer du col à l'horizon 2030 si on arrivait à vacciner en grande proportion la population. Alors nous, en France, on est très en retard. Alors quand même, il faudrait vacciner vos filles et vos garçons pour que ces cancers HPV induits soient relégués au chapitre d'histoire dans nos cours de médecine. C'est un des seuls vaccins qu'on a contre le cancer, donc il faut en profiter. Mais je vous rappelle quand même que le suivi gynécologique reste important, même si on a été vacciné, parce que le vaccin ne protège pas contre tous les papillomavirus. Et la consultation avec le gynécologue permet de parler de plein d'autres sujets qu'il est important d'aborder chez une patiente. Merci pour votre attention. Merci à vous.
C'était très clair et je vais en profiter aussi pour relayer quelques propos sur le chat qui vous remercie pour vos interventions. Nous avons quand même quelques questions, donc je vais laisser la parole à mes collègues qui vont maintenant vous poser les questions pour voilà, finaliser le webinaire sur ce petit temps d'échange. Oui, bonjour. Alors, nous avons une question sur est-ce que le vaccin augmente le risque de développer des maladies auto-immunes? Alors non, non, il y a eu de nombreuses études qui ont été faites et publiées d'ailleurs, avec des méta-analyses qui ont montré qu'en fait, il n'y a aucune augmentation du nombre de maladies auto-immunes chez les personnes vaccinées. C'est-à-dire, en fait, quand on recherche s'il y a une augmentation dans une population vaccinée, on la compare à une population non vaccinée. Et on s'attend de toute façon, dans une population générale, à avoir un certain nombre de maladies auto-immunes, de sclérose en plaques ou autres événements délétères qui arrivent dans votre vie. Et donc, dans les populations vaccinées, il n'y a pas eu d'augmentation du nombre de maladies auto-immunes par rapport à l'âge et aux populations non vaccinées. Et ça a été prouvé, en tout cas démontré par des études, notamment aux États-Unis, au Canada, au Québec et en Angleterre. Et en France, non plus, sur les populations vaccinées, on n'a pas montré cette incidence-là. Alors, on a une autre question. Est-ce que le vaccin Gardasil protège de plus de pathologies ou est-ce qu'il est à privilégier par rapport au Cervarix? Alors, oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est privilégié. Depuis le 1er janvier 2021, on ne commence plus de vaccination autrement qu'avec un Gardasil 9. Les gens qui utilisent Cervarix, c'est ceux qui ont déjà utilisé Cervarix. Donc, en fait, c'est les fins de vaccination. Nous, on préférerait réellement que tout le monde ait le Gardasil 9. Enfin, ce n'est pas que je sois payé par le laboratoire, ça paraît évident que protégeant contre 9 valences de papillomavirus, dont les papillomavirus responsables des crêtes de coq et prévenant la papillomatose respiratoire récurrente juvénile, j'aimerais mieux qu'effectivement, ce soit avec du vaccin qui couvre l'ensemble des papillomavirus, en tout cas comme ça. Voilà. Pourquoi un âge jusqu'à 26 ans pour la vaccination des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes? Ça, c'est une très, très bonne question. C'est une très, très bonne question que j'ai posée au laboratoire. Je n'ai pas de réponse, mais en fait, c'est parce qu'en fait, le risque, parce qu'on pourrait dire 26 ans pour les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, mais pourquoi pas les femmes ayant des relations sexuelles avec les femmes? Alors, il a été prouvé que effectivement, les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes ont des risques plus grands de contracter des cancers de l'anus, des cancers des voies aérodigestives supérieures. Et c'est vrai qu'il y a une augmentation de ces risques infectieux. Donc, c'est vrai que c'est une population qu'il faut protéger, privilégier, et on a augmenté. Mais dans la réalité, on devrait pouvoir augmenter aussi la vaccination chez les filles et chez les autres personnes. Mais ça relève du Haut Conseil de la santé publique et de la prévention. Merci. Est-ce qu'il faut amener également les garçons en visite chez un gynécologue pour suivre au cas où il y ait un risque de contamination? Ah oui, ça c'est une question qu'on a fréquemment parce que c'est pour ça que j'insistais sur le fait que ce soit un marqueur d'activité sexuelle et non une infection sexuellement transmissible. Quand on a une patiente qui est infectée par le chlamydia, par exemple, qui est une IST assez fréquente, eh bien, on demande à son conjoint de venir et pour le traiter également contre le chlamydia, parce qu'autrement, ils ne vont pas arrêter de se réinfecter. Pour ce qui est du virus, c'est un peu différent parce qu'effectivement, si elle a du papillomavirus, son conjoint peut avoir du papillomavirus, mais ce papillomavirus, elle peut l'avoir depuis 10 ans et qu'on s'en rend compte que maintenant. Donc, ce n'est pas sûr que ce soit le conjoint avec qui elle est à ce moment-là qui lui ait donné le papillomavirus. C'est pour ça que pour éviter de traiter des problèmes dans les couples, on évite de dire que c'est une IST, comme on parle du chlamydia ou le VIH, par exemple. Par contre, le gynécologue, lui, il ne regarde pas les garçons. Donc, si lui, il a un problème, il a des condylomes, par exemple, sur le pénis ou sur l'anus, il faudra qu'il aille voir l'urologue pour les traiter. Merci. Alors, on a une autre question par rapport au traitement des lésions pour le col. Est-ce qu'il y a des traitements par laser? Alors, oui, il y a des traitements par laser. On traite par laser des lésions intraépithéliales de bas grade, c'est-à-dire qui n'ont pas atteint toute la couche du col quand elles persistent.
C'est-à-dire que ça ne devient pas du haut grade, donc ce n'est pas assez pour faire une colonisation, parce que je vous ai dit que c'est quand même délabrant sur le col. Mais par contre, si elle persiste, souvent on les vérifie tous les 6 mois, et si au bout de 1 an, 2 ans, on a toujours la lésion de bas grade, on va faire avec du laser où on va brûler toute la couche superficielle du col, qui va permettre de tuer le virus en même temps que de traiter les cellules lésées. D'accord, merci. Nous avons une autre question pour un garçon qui a déjà eu une relation sexuelle avec une fille. Il a 16 ans, il a une relation non protégée il y a 1 an. Est-ce qu'il faut quand même qu'il se fasse vacciner ou est-ce que c'est inutile? Non, c'est très utile. Il n'y a pas d'âge limite, il y a pas de on ne parle plus non plus de nombre de relations sexuelles. Il est important de se vacciner, même s'il a été contaminé par des papillomavirus lors de cette relation sexuelle. Il n'a pas été contaminé par tous ceux qui existent dans le vaccin. Donc, c'est important de le protéger quand même et de faire le vaccin. Oui, oui. En tout cas, s'il s'est contaminé par certains papillomavirus, ils ne seront pas traités par la vaccination. Ce n'est pas un vaccin curatif, c'est un vaccin préventif. On est bien d'accord, hein? Alors, on a aussi, dans le cas de parents divorcés, si un des parents ne veut pas que l'enfant soit vacciné, est-ce qu'il y a des recours? Est-ce qu'il faut avoir l'accord des 2 parents pour la vaccination? Malheureusement, oui. Oui, c'est la loi. Si le père refuse ou la mère refuse, on ne peut pas vacciner l'enfant. Ma fille de 12 ans n'est pas vaccinée contre l'hépatite B. Quelle est la recommandation avec le garde-asile? Alors, ce qui serait bien, c'est de lui faire justement, elle a 12 ans, elle pourrait avoir la vaccination garde-asile. Et donc, vous pouvez la faire en même temps, c'est-à-dire vous faites d'un côté le garde-asile 9 et de l'autre côté l'hépatite B. Ils sont tous les deux en 2 doses à 6 mois. Donc, comme ça, entre 11 ans et 15 ans et 14 ans révolus, c'est-à-dire vraiment la veille des 15 ans, on peut faire le vaccin en 2 doses, que ce soit l'hépatite B ou le garde-asile. Donc, ça permet tout à fait de protéger contre les 2 maladies par 2 vaccins éloignés de 6 mois. C'est le même schéma. Alors, une question, est-ce qu'il existe un test pour les filles comme pour les garçons pour vérifier s'ils sont porteurs ou pas? Donc, en fait, pour les garçons. Et s'il y a une relation en amont, n'est-il pas contaminé? Est-ce que devrait-il faire le vaccin? Alors, le test, il existe, oui, c'est ce qu'on fait maintenant. D'ailleurs, dans les recommandations de dépistage, maintenant, on fait ce qu'on appelle le test HPV, plutôt que de faire le frottis quand elles ont plus de 30 ans. Entre 25 et 30 ans, on continue à faire le frottis parce qu'elles vont toutes être positives à l'HPV. Donc, on fait directement le frottis. Maintenant, quand elles ont plus de 30 ans, on fait directement un test PCR, comme la PCR du Covid qu'on faisait dans le nez. On le fait sur le col, on cherche s'il y a de l'HPV ou non. S'il n'y en a pas, on s'arrête là. S'il y en a, on va plus loin, on regarde s'il y a des lésions, parce qu'on est sûr que s'il n'y a pas d'HPV, il n'y aura pas de lésions. Donc, le test, il existe. On le fait chez les garçons, dans l'anus, surtout chez les garçons qui sont immunodéprimés, pour vérifier s'il y a des risques ou non de cancer plus tard. Après, on ne le fait jamais avant de faire le vaccin, en pratique. Mais avec le test, on peut savoir quel est l'HPV et quel type d'HPV on a retrouvé. D'accord. Alors, nous avons une autre question. Les vaccins ont de l'aluminium comme adjuvant, donc ce qui est très controversé. Quelle est votre position à ce sujet? Alors, l'aluminium, c'est donc un adjuvant. Alors, en matière de vaccinologie, l'adjuvant, c'est pour augmenter la réaction inflammatoire au lieu d'injection. Et comme cela, les cellules qui servent à l'immunité, qui sont les globules blancs, vont arriver sur le site où se trouve cette inflammation et être mises en contact plus longtemps avec l'allergène, qui sont donc les pseudoparticules virales. Cette vaccination, c'est adjuvanté à l'aluminium, ça existe depuis à peu près 100 ans, puisque les premiers vaccins adjuvantés à l'aluminium datent de 1927. On a un recul de plus de milliards de vaccins de fait, et on ne peut pas dire que ça soit pire que d'autres adjuvants suivis et qu'il n'y a pas d'effet secondaire majeur décrits avec l'aluminium. En tout cas, l'aluminium qui est dans les vaccins est tellement infime que par rapport à l'aluminium alimentaire que vous consommez, c'est vraiment des cellules
comment vous dire, c'est la tour Eiffel dans ce que vous mangez par rapport aux microbes qui est par terre. On ne se rend pas compte qu'on est sans arrêt en contact avec de l'aluminium qu'on va ingérer par voie alimentaire, mais au niveau de l'injection, ça peut laisser juste ce qu'on appelle une cicatrice vaccinale, parce que si on a beaucoup été vacciné avec l'aluminium, mais ça n'engendre pas de lésion particulière. On a donc une question donc, sur les effets secondaires que vous avez du vaccin HPV, peut-être les rappeler éventuellement. Les effets secondaires? Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est ça. Les effets secondaires, c'est surtout local. Alors, il y a véritablement des effets locaux au point d'injection. C'est un vaccin qui est douloureux. Là, je ne nie pas du tout. Il faut bien préparer l'enfant en lui disant que oui, on peut lui donner un Doliprane avant de partir. Localement, il le sentira bien. Et il peut avoir des rougeurs, des gonflements au point d'injection. Au niveau général, très souvent, les enfants font des malaises vagaux quand on leur injecte parce que c'est douloureux. Donc, il faut prévenir, voire les allonger quand on les vaccine. Et l'allergie est rarissime. Alors, ça peut donner aussi chez certaines personnes de la fièvre, des ganglions, mais c'est beaucoup moins fréquent que les problèmes locaux. Et les allergies sont très, très rares. Une réaction allergique sur 450 000 vaccinés, c'est vraiment très rare. Nous allons poser une dernière question. Peut-on se faire vacciner adulte? On peut le faire et même il y a certains praticiens maintenant, surtout chez la population immunodéprimée qui est très à risque, qui revaccinent adultes, mais on sait que là où la vaccination va être le plus efficace, c'est quand on n'a pas eu les rapports sexuels, donc chez les adolescents ou au tout début des relations sexuelles. Parce que dès lors qu'on a été en contact déjà avec le papillomavirus, le vaccin, ce n'est pas un traitement, ça évite la contamination. Donc, on peut le faire, oui. Par exemple, si on a une patiente qui est vierge, qui a 25 ans, oui, on va lui faire, parce que comme ça, on est sûr qu'elle n'a aucun papillomavirus. Et aujourd'hui, sur certaines populations d'immunodéprimés où on a des traitements très immunodépresseurs, on peut être amené à faire le vaccin à l'âge adulte, mais ça, ce n'est pas encore dans les recommandations. Merci beaucoup pour la qualité de vos réponses. L'heure touche à sa fin. Nous avons encore de nombreuses questions qui sont arrivées. Du coup, on y répondra ultérieurement via notre chaîne YouTube. Comme je vous le disais en préambule, donc, le webinaire est enregistré. Donc, on le mettra en ligne. On vous a envoyé le lien. N'hésitez pas après à aller le visionner et on répondra à vos questions. Encore merci pour tous ces échanges très très riches. En conclusion, vaccinez donc vos enfants. Je crois que le mot d'ordre est passé et que vous avez convaincu beaucoup de personnes et nous on relaie ce message, surtout vaccinez-vous. Merci à tous et puis je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à communiquer autour de vous et de nous retrouver sur YouTube. Merci beaucoup, au revoir.